En tout cas, si on parle d'environnement, Flore, on va commencer avec toi. Qu'est-ce qu'on peut dire des impacts positifs de la réparation sur l'environnement ? Alors, vaste sujet. Oui, moi je pense que les réparateurs sauveront le monde, pas tout seuls, avec plein d'autres gens qui réduisent les déchets et qui s'attaquent à d'autres problématiques environnementales. Alors, en quoi la réparation elle a un impact sur la production de déchets ? Je pense qu'il n'y a pas de grande démonstration à faire, que vous l'aurez tous constaté dans votre vie quotidienne. Aujourd'hui, les possibilités de réparation sont relativement limitées pour une série de raisons qu'on évoquera peut-être ensuite. Et ça fait que la plupart de nos objets, de nos biens de consommation, dès qu'ils ont un dysfonctionnement, un problème, ils finissent à la poubelle, malheureusement. Parce qu'aussi, parfois, ça coûte plus cher de réparer que de jeter et de remplacer. Donc évidemment, ça a un impact vraiment considérable sur la production de déchets. La production de déchets, même si elle tend à stagner aujourd'hui en France, et on peut s'en réjouir, elle a quand même augmenté de manière quasi exponentielle durant la deuxième moitié du XXe siècle. J'ai eu un petit doute. Et notamment des déchets comme les D3E, les déchets d'équipements électroniques, dont je pense on va pas mal parler dans cette table ronde, et qui sont une des principales catégories de déchets qu'on trouve dans les repair cafés. Les D3E, en fait, posent un problème de gaspillage de ressources en amont et de production de déchets potentiellement toxiques en aval. Donc en amont, évidemment, en fait, je vais juste rappeler une chose, c'est que derrière un iPad qui pèse 600 grammes, il y a des dizaines, voire peut-être même des centaines de kilos de matières premières, d'eau et beaucoup d'énergie qui ont été consommées dans le processus de fabrication. Et ça, on s'en rend pas compte, nous, en tant que consommateurs, quand on jette un iPad ou n'importe quel produit électronique, on jette aussi en fait toute la matière, toutes les ressources naturelles qui ont été utilisées dans le processus de production. Donc pour nous, c'est presque même la première raison pour laquelle il faut réparer en fait. Et la deuxième raison, c'est que le déchet électronique, le produit électronique, une fois qu'il est un déchet, il pose un certain nombre de problèmes environnementaux, puisque dans la plupart des cas, il n'est malheureusement encore pas collecté sélectivement, mais il finit la plupart du temps en incinérateur ou en décharge, avec les problématiques que ça peut poser sur les sous-sols pour ce qui est des décharges, sur la qualité de l'air pour ce qui est de l'incinération. On pourrait en parler plus en détail si vous le souhaitez, mais je ne sais pas tellement de combien de temps j'ai pour développer. Donc voilà, en gros, votre déchet électronique, une fois qu'il est dans la poubelle, il finit en incinérateur, en décharge. Éventuellement, s'il a été collecté séparément, il va peut-être être démantelé dans le meilleur des cas, il va peut-être être broyé pour qu'on puisse recycler certaines parties de l'objet, mais on est loin d'une économie circulaire en matière de déchets électroniques et électriques. Je lisais aussi une statistique intéressante qui disait que dans un ordinateur avec une durée moyenne de 3 ans, 70% de l'énergie consommée sur cet ordinateur, elle provient de la fabrication. Absolument. C'est-à-dire que l'ordinateur est fabriqué, vous l'utilisez pendant 3 ans, vous allez consommer de l'électricité, mais en fait 70% de l'électricité totale consommée sur cet ordinateur aura été lors de la fabrication. C'est exactement ce que je disais. Par rapport à l'eau, exactement. Par rapport à la problématique de gaspillage de ressources en amont. L'ordinateur, c'est un bon exemple. Un exemple encore plus frappant, c'est celui des téléphones portables, des smartphones, dont la durée de vie moyenne est 18 mois. Et je pense que même, c'est un chiffre en fait qui est peut-être même un petit peu surestimé aujourd'hui. Donc effectivement, en fait, plus la durée de vie du produit est faible, plus en fait son impact environnemental provient en fait de la phase de production et non pas de la phase d'utilisation. Et c'est un peu contre-intuitif parce que finalement on s'est habitué à voir dans les magasins des classes A en matière énergétique, etc. Ça nous incite peut-être même parfois à renouveler notre équipement en se disant qu'on va faire une bonne action environnementale, qu'on va choisir un équipement qui est moins gourmand en énergie.
Et en fait, c'est un peu une erreur parce que c'est finalement la phase de production de l'objet qui aurait été la plus problématique. Ok. On pourrait continuer longtemps sur le sujet, enfin, c'est passionnant, mais je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir sur ce point-là, qui veulent ajouter d'autres choses? Juste un cas plus critique encore. Prends le micro. Un chiffre encore plus impressionnant qui était sorti par rapport à la conception des ordinateurs, c'était par rapport au MacBook Pro. C'est le site français Green IT qui avait étudié que la phase de fabrication du MacBook correspondait à 89 années d'utilisation en termes d'intensité énergétique qui avait été consommée lors de la fabrication. Donc ça donne, par rapport à l'argument écologique qui était avancé par Apple au moment de la sortie pour dire effectivement vous consommerez moins d'énergie, c'est complètement mensonger. Donc effectivement, l'idée principale là, c'est plus on répare, enfin c'est évident, hein, mais plus on répare, plus les objets durent, moins on a besoin d'en fabriquer, et donc plus on préserve les ressources et l'énergie. Florence, tu voulais ajouter quelque chose ? Non, je ne sais pas, peut-être que c'est quelque chose dont on parlera après, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à mettre beaucoup l'accent en termes de communication sur le recyclage, justement. Il y a énormément d'efforts qui sont faits chez Écosystème pour communiquer, se faire connaître, multiplier les bornes. Et il y a, je pense, un manque total, effectivement, d'informations sur le côté du gaspillage en amont. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte sans pénaliser le recyclage. Mais... Tania, tu veux compléter ? Juste pour rebondir sur ce que disait Florence, parce que du coup, j'ai pas spécialement parlé de l'association pour laquelle je travaille, mais donc on est en train d'ailleurs de changer de nom de Centre national d'information indépendante sur les déchets à l'ESCNID. On va devenir Zero Waste France parce que c'est un nom qui a un petit peu plus de sens. Et parce que waste en anglais, ça veut dire à la fois déchets et gaspillage. Et donc, le mot d'ordre principal de ce mouvement en France, ce sera de justement mettre la priorité sur la réduction à la source des déchets avant même de penser recyclage. Parce que finalement, et ça, on ne le dit pas suffisamment. Alors, il ne faut pas décourager évidemment le geste de tri, c'est absolument pas le propos. Mais ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que le processus de recyclage, il est en lui-même consommateur de ressources, d'énergie, etc. Finalement, on repart dans une forme de processus de production, et du coup, on reconsomme aussi beaucoup de ressources naturelles. Et donc en fait, même si c'est une bonne chose que le geste de tri soit cité parmi les premiers éco-gestes que font les citoyens français, en fait, la priorité, ça devrait être quand même d'éviter le déchet à la source, que ce soit du D3E ou que ce soit des déchets alimentaires, par exemple. C'est exactement la même problématique, en fait. J'aime beaucoup le slogan aussi, il vient aussi d'iFixit, désolé, mais c'est arrêter de recycler. Sous-entendu, réparer. Ouais. Donc en fait, nous, au sein des ateliers de la cyclo-officine, puis dans d'autres ateliers de Paris et de France qui sont fédérés au sein du réseau de le recyclage, on insiste beaucoup sur la notion du réemploi plutôt que du recyclage. C'est pas la même chose de venir avec votre vélo à l'atelier, de le réparer pour rerouler dessus. C'est pas du recyclage, c'est du réemploi. Et en termes de communication, un enfant aujourd'hui, il va très bien savoir ce que c'est que recycler, trier ses déchets, mais dans un objectif derrière donc de recyclage coûteux en énergie. Et il faut bien distinguer la notion de réemploi de la notion de recyclage. Enfin, réemploi allant avec réparation. Et c'est quelque chose auquel on s'attache au sein de l'association et qu'il faut que vous gardiez en tête au quotidien, je pense.